Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Alors, il me fait grandement plaisir de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Hubert Reeves. Hubert Reeves est originaire de Montréal. Il a fait son bac en physique à l'Université de Montréal. Ensuite, il a fait sa maîtrise à l'Université McGill, suivi de son doctorat à l'Université Cornell dans l'État de New York. Il a obtenu son doctorat en 1960. Vous remarquerez que ça coïncide avec la fin de la Grande Noirceur au Québec. Donc, il a fait son doctorat sur la nucléosynthèse, qui était vraiment le sujet de pointe à l'époque. Ensuite, il est revenu au Québec, où il a été professeur à l'Université de Montréal pendant quelques années au département de physique, malheureusement beaucoup trop tôt pour que j'aie la chance de l'avoir comme professeur. Ensuite, il a déménagé en France, où il est devenu directeur de recherche au Conseil national de recherche scientifique. Il a poursuivi une carrière scientifique très réussie. Et en parallèle avec sa carrière scientifique, il a eu une carrière de vulgarisateur. Il a écrit de très nombreux livres de vulgarisation qui ont contribué beaucoup à populariser la science auprès du grand public. M. Reeves est également impliqué dans de très nombreuses causes, entre autres l'environnement. Il réside présentement en France, mais il nous fait le grand plaisir de venir nous visiter une fois par année environ, et nous sommes très contents de l'avoir avec nous ce soir. Vous allez voir également que M. Reeves est historien, puisque ce soir, il va nous parler de l'histoire de l'univers. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Reeves à venir vous présenter ça. Alors, histoire de l'univers. Pourquoi parler d'histoire de l'univers? Parce que l'histoire de l'univers, telle que nous, les humains, la voyons, elle a beaucoup évolué au cours du temps. Et c'est intéressant de voir quelles sont ses racines et comment elle a évolué. Il faut dire que quand on dit histoire de l'univers, maintenant, ça paraît banal. Bon, il y a l'histoire du Canada, il y a l'histoire de l'univers, ça paraît ordinaire. En fait, c'est tout à fait nouveau. Ça n'a pas plus d'un siècle ou deux, cette idée qu'il y a une histoire de l'univers. C'est-à-dire que l'univers a un déroulement historique. Pendant des millénaires, depuis Aristote surtout, mais la pensée dominante, c'était que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours, et qu'il n'y a pas de changement, que c'est toujours pareil. Évidemment, quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'histoire. L'idée d'une histoire, c'est si les choses changent, et c'est le fait que ce qui s'est passé dans le passé puisse influencer l'avenir. Par exemple, si vous essayez de comprendre ce qui se passe en politique aujourd'hui au Québec, et si vous ne connaissez pas le passé du Québec et les événements de 1970, vous ne comprendrez rien. C'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui d'avoir une idée, une connaissance de ce qui s'est passé dans le passé, parce que ce qui s'est passé dans le passé influence ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la notion d'introduire une notion d'histoire, c'est de se dire tout à coup le passé devient important. S'il n'y a pas d'histoire, si rien ne change, le passé n'a aucune importance, pas plus que l'avenir, puisque c'est du pareil au même continuellement. Et c'est cette notion qui est apparue dans les années, je vais vous faire un petit peu d'histoire maintenant, de l'univers et surtout de l'histoire de l'univers. Alors d'abord, je vais vous présenter l'univers pour ceux qui ne sont pas familiers avec les images, les connaissances que nous avons. De quoi ça a l'air l'univers? Je ne parle pas de l'univers à notre échelle, je parle aux plus grandes échelles possibles. Eh bien, il y a une première notion qu'il faut connaître, et je vais vous la présenter. Elle est fondamentale pour comprendre ce qui se passe. C'est la notion de galaxie. Alors, voilà, ça c'est une galaxie. Qu'est-ce que c'est une galaxie? C'est un ensemble d'étoiles. C'est un ensemble d'étoiles qui vivent ensemble. C'est comme un système d'étoiles. C'est comme une ruche par rapport à des abeilles. Les abeilles vivent dans une ruche, appartiennent à une ruche, naissent, vivent et meurent dans une ruche. Il y a beaucoup de ruches. De la même façon, dans l'univers, les galaxies, les étoiles
vivent toute leur vie dans une galaxie, naissent, vivent et meurent dans une galaxie. Notre Soleil appartient à une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et les galaxies sont essentiellement les éléments comme les briques fondamentales de l'univers. Et on peut décrire notre univers dans ses plus grandes dimensions comme un archipel de galaxies, comme des îles sur une mer, un archipel de galaxies. Et maintenant, je vais vous montrer une image qui est assez récente et qui est très impressionnante. Vous allez voir l'image de l'univers dans les plus grandes dimensions qu'on ait pu photographier grâce au télescope Hubble, grâce au télescope dans l'espace. Voilà, c'est ça, l'archipel de galaxies qui forme l'univers. Tout ce que vous voyez là, non seulement ces images où vous devinez ici un peu des galaxies, ce sont les plus proches, mais le moindre petit point bleu ici, à peine visible, c'est une galaxie. On peut voir environ 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies contenant chacune environ 100 milliards d'étoiles. Est-ce que l'univers est beaucoup plus grand? Ça, c'est ce qu'on peut voir. On est limité par quelque chose qui est l'analogue d'un horizon. C'est comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon et vous ne vous avisez pas de dire que ça s'arrête là parce que vous ne voyez pas plus loin. Vous savez très bien que l'eau continue au-delà de ce que vous pouvez voir. Eh bien, ici, c'est la même chose. On peut voir, grâce à nos techniques, grâce à la physique, grâce aux limites que nous impose la physique, on peut voir environ 100 milliards de galaxies. Et ça ne veut absolument pas dire que c'est tout ce qu'il y a. La question se pose aujourd'hui de savoir combien y a-t-il de galaxies? Elle se pose depuis le temps des Grecs d'ailleurs. Est-ce que ce nombre est un nombre fini? Peut-être un très, très, très gros chiffre. Peut-être un chiffre qu'il faudrait tout l'écran pour l'écrire. Ou bien est-ce que c'est un nombre infini? Ça, on ne sait pas. Ça fait partie des grandes questions qui se posent en astrophysique. Il y a des indications qui vont dans le sens qu'il serait infini. Il y a des indications qui vont dans le sens qu'il ne serait pas infini, mais ce sont dans chaque cas des indications faibles qui ne sont pas complètement convaincantes. On reste avec ce problème. C'est un des exemples des problèmes auxquels les scientifiques cherchent une réponse depuis longtemps, mais on n'en a pas pour l'instant. Généralement, quand les scientifiques vous parlent, ils vous disent ce qu'ils savent ou ce qu'ils connaissent. Et comme ça, vous avez l'impression qu'ils savent tout. Mais ce n'est pas vrai. Ils vous parlent de ce qu'ils savent, ils ne vous parlent pas de ce qu'ils ne savent pas. Eh bien, justement, c'est un des exemples, ça, fondamentaux de la recherche aujourd'hui. Quel est le nombre de galaxies? Est-ce que c'est un nombre infini? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « ça n'a pas de sens, un nombre infini, ça ne peut pas exister ». Mais il faut bien dire que ce qui nous paraît ne pas avoir de sens ou en avoir n'a dans le contexte aucune importance. L'importance, ce n'est pas ce que nous pensons d'une question, ça n'a pas de sens, c'est ce qui est. Et pour l'instant, ça reste une question inconnue. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'univers. Je vous ai montré un aspect important de l'univers. Je vais vous en montrer un autre qui est tout à fait différent, mais qui est aussi important quand on veut comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est un vol d'oiseaux migrateurs. Pourquoi je vous présente un vol d'oiseaux migrateurs? Parce que notre univers a cette particularité qu'il y a de la vie, en tout cas sur la Terre, ce que nous appelons être un univers fertile. Il y a de la vie, ce qui nous dit que les lois de la physique, que les constantes, que les paramètres de l'univers sont tels qu'ils sont en mesure de donner naissance à la vie. Et ça, depuis les tout premiers temps de l'univers, c'est une propriété de notre univers, c'est d'avoir été capable de créer des gens comme vous et moi qui se posent des questions avec un cerveau, avec des neurones et qui se demandent si l'univers est infini ou non. Ça, c'est une autre particularité importante de l'univers. Et maintenant, je vais revenir sur cette question du passé de l'univers. Et celui qui s'est énoncé le plus clairement et dont la pensée est dominante depuis cette période, c'est Aristote. Aristote disait « l'univers a toujours existé, il existera toujours ». Il disait « rien ne change ».
Puis il disait, oui, mais attention, quand je dis rien ne change, je sais bien que le bois pourrit, que les métals rouillent, que les montagnes s'érodent, que les vallées finissent par se remplir. Il y a du changement, évidemment, mais c'est du changement à petite échelle. C'est du changement anecdotique, au niveau de ce que nous voyons. Au-delà, dans les grandes dimensions, dans les vraies dimensions, disait-il, rien ne change jamais. Alors pourquoi Aristote dit ça? Ce n'est pas simplement une opinion gratuite comme ça qui sort de sa tête. Aristote a derrière lui l'expérience de plusieurs milliers d'années d'observations astronomiques par les astronomes sumériens, babyloniens, nos fameux rois mages, qui observaient le ciel depuis longtemps, évidemment sans instruments, et qui avaient remarqué, qui avaient noté que les saisons revenaient régulièrement, avec une régularité parfaite, et ils en avaient conclu qu'il y a comme deux mondes. Il y a le monde ici, où il y a du changement, et puis il y a le monde au-delà, où il n'y a pas de changement. Ça, c'est la vision qui a régné pendant toute cette période. Il y avait le monde corruptible terrestre, en dessous de la Lune. On mettait la Lune à la frontière. Pourquoi la Lune à la frontière? Parce que la Lune, elle revient toujours, mais en même temps, elle change. Donc, elle a un peu les propriétés des deux. Il y a des phases de la Lune, mais après un mois, ça recommence. Donc, Aristote disait, à la suite de ces astronomes, il y a deux mondes. Il y a le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde corruptible, et il y a le monde extérieur, qui est un monde pur, incorruptible. Rien ne change jamais. Et cette idée est restée prévalente depuis Aristote, c'est la pensée dominante, je parle dans le monde scientifique, jusqu'à environ 1920-1930. Et vers cette période, il s'est passé quelque chose qui a montré qu'Aristote avait tout à fait tort. Mais avant d'en arriver là, je vais continuer un petit peu avec cette image. Ici, un autre phénomène important. Souvent, des découvertes scientifiques qui sont faites dans le monde de la science ont des portées, des implications qui dépassent énormément le monde de la science, qui influencent toute la pensée, toute la philosophie, qui ont un impact sur l'humanité, un impact très important des observations qui ont été faites à l'intérieur et dans le cadre de la méthodologie scientifique. Et c'est évidemment ce qui s'est passé vers 1609. On arrive au début de janvier prochain, ça va être des nuits capitales, le quatrième centenaire de ces nuits capitales, où Galilée a regardé avec sa jumelle, il avait une jumelle qui était pas très bonne, n'importe quel amateur aujourd'hui a un télescope bien supérieur à la jumelle de Galilée, et il a vu des choses extraordinaires, les montagnes de la Lune, les croissants de Vénus, les taches sur le Soleil, tous des éléments qui ont permis d'appuyer, de fonder la théorie qui était énoncée par Copernic quelques temps auparavant, c'est que la Terre n'est pas le centre du monde. Ça, c'est ce que Freud plus tard appellera le choc astronomique. Le choc astronomique, c'est la découverte pour l'humanité du fait que la Terre n'est pas le centre du monde, que nous vivons sur une petite planète perdue dans une immensité gigantesque. Et quand Freud parle du choc astronomique, il veut dire que ça a été la difficulté pour l'humanité de s'adapter à ce changement radical de conception par rapport à sa propre vision, par rapport à sa propre place dans l'univers. Donc ça, c'était une des contributions essentielles de Galilée. L'autre contribution essentielle de Galilée, c'est de montrer qu'Aristote avait tort quand il disait il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Galilée montre par ses expériences qu'il n'y a pas deux mondes, que c'est le même monde en haut et en bas, que les lois de la physique sont les mêmes en haut et en bas, et c'est ce que nous appelons la naissance de l'astrophysique. La naissance de l'astrophysique, ça veut dire on découvre que les lois qui régissent la matière aux plus grandes dimensions sont les mêmes que celles qui régissent la matière dans notre laboratoire.
que c'est la même force qui fait tomber, Newton le présentera comme ça, c'est la même force qui fait tomber les pommes et celle qui tient la Lune en orbite autour de la Terre. Et c'est évidemment une grande chance pour les scientifiques, c'est comme une bienveillance de la nature, parce qu'imaginez que les lois de la physique changent au travers de l'espace, on n'aurait jamais pu rien comprendre. C'est fondamental qu'il y ait cette simplicité, au moins, que ce soit les mêmes lois, que les lois de la physique ne changent pas. Et ça, c'est un élément très important qu'on ne comprend pas bien non plus. Finalement, on découvre qu'on est dans un univers en changement. Tout change. Il y a une chose qui ne semble pas changer, ce sont les lois de la physique. Et les lois numériques, avec les chiffres, la constante de Newton, la constante de structure fine, toutes les lois de la physique semblent, chaque fois qu'on a pu les tester, avec une précision supérieure à 1%, être les mêmes ici que dans les galaxies très lointaines que vous avez vues là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message de la nature qu'elle nous envoie comme cela? On ne le sait pas, mais ça reste une chose fondamentale, que nous vivons dans un univers qui est régi par des lois et que ces lois ne changent pas. Et si on se pose la question sur quelle table de pierre, vous connaissez l'incident de Moïse, sur quelle table de pierre sont écrites les lois de la physique, évidemment, on n'en sait rien, mais la question se pose, on observe. Je vous donne encore des choses qu'on observe. On observe que les lois de la physique sont partout pareilles, qu'il n'y a pas de changement, où que ce soit, avec une précision. En science, on n'est jamais absolu, on ne dit pas c'est ça. On dit avec une précision supérieure à 1%, meilleure que 1%, les lois de la physique sont partout les mêmes. Et là, on continue avec notre histoire de l'univers, c'est Newton. Newton, c'est celui qui nous explique les mouvements de la Lune autour de la Terre, les mouvements de la Terre autour du Soleil. C'est quelqu'un qui nous donne des valeurs numériques quantitatives qui nous permettent de découvrir comment marche le système solaire. Et Newton se pose une question et il se dit, d'accord, quand j'ai la Terre et la Lune, là, je peux comprendre, j'ai créé une orbite elliptique, etc. Je peux calculer les éclipses et tout ça. Mais quand je regarde le ciel et que je vois des étoiles partout, et je sais bien que ces étoiles s'attirent les unes les autres, puisque c'est la loi d'attraction universelle que lui-même a défendue. Qu'est-ce qui se passe quand les planètes, les étoiles s'attirent les unes les autres? Quand il y a seulement la Terre et la Lune, je comprends. La Lune tourne autour de la Terre, etc. Quand il y a tout ça, quand il y a toutes ces autres étoiles, eh bien, Newton, à la fin de sa vie, renonce et il dit, moi, je ne comprends pas, c'est quelque chose qui m'échappe. Quel est l'effet de la gravité, la force de gravité sur l'ensemble de l'univers? Newton renonce et qui est-ce qui va répondre correctement? C'est Einstein. C'est la théorie d'Einstein en 1917, vous voyez qu'on se rapproche, la théorie d'Einstein en 1917 qui nous permet de comprendre, de calculer, de faire des modèles, de voir quel est l'effet de la gravité sur l'univers. 1917. Quelques années plus tard, arrive un événement d'observation qui est très important, c'est Edwin Hubble. Edwin Hubble a un télescope et il regarde les galaxies. C'est un télescope qui lui permet de voir les galaxies les plus proches. Et qu'est-ce qu'il fait avec son télescope? Il fait ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'il mesure les distances et puis il mesure les vitesses. Alors, il fait un catalogue. Il prend les différentes galaxies, il mesure leur distance, leur vitesse. Il s'attend à trouver quoi? Il s'attend à trouver que ce soit un peu aléatoire, qu'il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent. Et là, il fait cette observation fondamentale, aussi importante que celle de Galilée. Il s'aperçoit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, et les unes des autres, comme on peut le montrer, mais directement de nous. Toutes les galaxies s'éloignent et s'éloignent d'une façon très particulière. Celles qui sont proches s'éloignent lentement et celles qui sont loin s'éloignent vite. C'est ce qu'on a appelé l'expansion de l'univers. Nous sommes dans un univers dans lequel il y a un mouvement d'ensemble et ce mouvement d'ensemble, c'est ce mouvement de toutes ces galaxies qui s'éloignent et celles qui sont très loin s'éloignent très vite.
et celles qui sont proches s'éloignent plus lentement. Il y a un mouvement global de l'univers. Et vous voyez comment ça va aller contre Aristote. Parce que quand Aristote dit « rien ne change », Hubble dit « si, ça change ». Ça change, c'est-à-dire qu'il y a cette expansion, comme un gaz qui est en expansion, et nous sommes dans un univers en histoire. Il y a une histoire. Si on montre que les galaxies s'éloignent, si dans notre tête, maintenant on tourne le film à l'envers, on voit qu'elles vont être plus rapprochées dans le passé, donc il se passe quelque chose. Contrairement à l'idée d'Aristote, il se passe quelque chose, il y a un mouvement, et c'est de là l'idée que l'univers est en expansion. Alors attention, je vous dis tout de suite, parce que si vous n'êtes pas familier avec cette idée, on a facilement des façons fausses de le comprendre. On peut penser que si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il devient plus gros. On peut penser que ça veut dire qu'il a une frontière, qu'il a un centre, un peu l'équivalent d'un pudding au raisin que vous mettez dans le four et dont le pudding, en chauffant, les raisins s'éloignent les uns des autres. Ces aspects-là ne sont pas justes. L'univers n'a pas de centre, il n'a pas de frontière, il ne s'étend pas dans quelque chose, dans un autre espace. Quand vous pensez à un pudding au raisin, vous vous dites le pudding, il enfle dans le four, donc il y a un espace vide autour de lui, et l'espace plein s'étend. Tout ça, ça ne s'applique pas. Quand on dit l'univers est en expansion, il faut faire attention de s'en tenir aux observations. Ça veut dire que si vous regardez deux galaxies suffisamment longtemps, elles sont en train de s'éloigner. Si vous regardez un ensemble de galaxies, c'est comme si vous aviez un zoom, c'est-à-dire que l'image va grandir, les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. C'est tout ce que ça veut dire. L'univers est en expansion et cela signifie donc qu'il change. Donc on est là dans les années 1920, 1925, et là arrive un autre personnage très important avec Einstein, c'est Lemaître. L'abbé Lemaître, qui est un Belge, a l'idée de mettre ensemble les théories d'Einstein sur la relativité générale et les observations de Hubble. Ce qui est la démarche, c'est la démarche classique de la physique. Vous avez d'une part des observations, d'autre part des théories. Vous les mettez ensemble et vous en faites des scénarios. C'est-à-dire, vous dites, voilà, je pense que c'est comme ça que ça a dû se passer. Ça s'est passé de cette façon. Alors, quand Lemaître met ensemble la théorie d'Einstein et les observations de Hubble, il arrive au premier modèle qui va devenir plus tard le Big Bang et qui, à cette époque, s'appelle l'atome primitif. Il dit, cela signifie que dans le passé, les galaxies étaient plus rapprochées, tout simplement, et que si elles étaient plus rapprochées, l'univers était plus dense. Il y avait plus de galaxies par unité de volume. Et si on met ça avec la théorie d'Einstein, et que si on se souvient que quand on augmente la pression, quand on rapproche des corps, ces corps chauffent, et quand ils chauffent, ils émettent de la lumière, on arrive à l'idée qu'au début, il devait y avoir un immense flash. C'est ce qu'on va appeler le Big Bang. Et Lemaître, et ensuite un autre physicien qui va jouer un rôle aussi important, ça a été le début, c'était le début de la théorie du Big Bang. Là, on est dans les années 1930-35. Cette idée est énoncée, mais la plupart des gens n'y croient pas beaucoup, en particulier parce qu'elle a des tonalités un peu religieuses. Vous n'allez pas nous casser les pieds avec vos histoires bibliques, le Fiat Lux et tout ça. Et la plupart des physiciens ne s'y intéressent pas beaucoup. Moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis, dans les années 1950, les étudiants ne parlaient pas trop de Big Bang parce que ça faisait un peu sulfureux. Et les professeurs étaient plutôt avec d'autres théories, la création continue. Mais un homme particulièrement important dans ce contexte et particulièrement original, qui s'appelle Georges Gamow, que j'ai eu comme professeur quand j'étais à Cornell. Et cet homme était très drôle. C'était une espèce de géant qui était obligé de se pencher pour entrer dans les ascenseurs. Et il racontait beaucoup d'histoires, des histoires drôles, ou du moins des histoires que lui trouvait très drôles. Et alors, quand il avait raconté son histoire, il éclatait d'un énorme rire à la russe, le « ha, 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 ha ».
Et puis nous, on attendait poliment qu'il ait fini de rire sa propre histoire pour continuer à écouter le cours, parce qu'on était plein de respect. On savait que cet homme avait joué un rôle très important en physique. Et Gamow dit, c'est vrai que ça fait un peu sulfureux, cette histoire de Big Bang, mais si on la prenait au sérieux, si on essayait de voir, indépendamment du fait qu'on aime cette idée ou qu'on ne l'aime pas, si on essayait de voir ce qu'elle peut donner dans un cadre purement scientifique. Alors, dans un cadre scientifique, ils se disent, voilà, supposons que ce soit vrai. Ça veut dire que dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense. Ça veut dire qu'il était beaucoup plus chaud. Ça veut dire qu'il était beaucoup lumineux. Et si on remonte suffisamment loin dans le passé, on devrait arriver à une période où l'univers est tellement lumineux que c'est comme un énorme flash. En termes de physique, on dit que la densité d'énergie lumineuse est beaucoup plus grande que la densité d'énergie matérielle. Et il se dit, cette lumière, ce flash qui a eu lieu à cette période, qu'est-ce qui en est arrivé? Est-ce qu'elle a disparu? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Rien ne peut s'échapper de l'univers, évidemment. Donc, où se trouve toute cette énergie lumineuse des tout premiers temps? Et il fait un calcul et il arrive à l'idée que cette énergie doit encore exister, mais comme une espèce de pâle écho, comme un fossile, comme un vestige qui doit se trouver dans des longueurs d'onde lumineuses qui ne sont pas accessibles à l'œil. Nous avons, comme vous le voyez, nous voyons qu'une petite frange des ondes électromagnétiques. Il calcule que ça devrait se trouver dans un rayonnement micro-ondes. Le même qu'on utilise pour la télévision ou pour nos fours à micro-ondes, c'est-à-dire autour d'1 ou 2 microns de longueur d'onde, ce qui n'est pas visible à l'œil, mais ce qui est parfaitement détectable avec vos antennes de télévision, puisque c'est ça qu'elle détecte, ce rayonnement qui vous donne des images sur la télévision. Alors, on est en 1960 à peu près, c'est peu après la fin de la guerre, et pendant la guerre, on a développé des radars. Et les radars sont capables de détecter ce type de rayonnement. Et Gamow, donc, il a publié la première fois en 1948 un article dans lequel il dit « Si la théorie du Big Bang est une bonne théorie, si elle représente la réalité d'une façon ou de l'autre, alors il devrait y avoir dans le ciel un rayonnement micro-ondes très faible, extrêmement faible, parce qu'avec tout ce temps et ce refroidissement qui s'est passé, mais qui devrait, en fait, il ne pense pas qu'il serait détectable. Il dit quelque part, je ne pense pas qu'on arrivera à le détecter. C'est tellement difficile, il y a tellement de parasites qu'on n'y arrivera probablement jamais. En fait, on n'y croyait pas trop pendant toute cette période, mais il y avait cette prédiction de Gamow. Et là, c'est un exemple de comment marche la science. La science, on fait des théories. Par exemple, on dit le Big Bang, des extrapolations. Puis on dit, est-ce que cette extrapolation est bonne ou non? Alors, en science, il faut qu'elle soit confirmée par des observations. Ce n'est pas parce qu'une idée est belle qu'elle est vraie. Elle peut être belle et fausse, elle peut être laide et vraie, si une idée peut être laide. Et en particulier, elle peut être encombrante, comme l'était cette théorie du Big Bang qui ennuyait la plupart des gens avec ses relents bibliques ou traditionnels. Vous savez, la plupart des traditions sur la planète, que ce soit en Chine, à beaucoup d'endroits, il y a très souvent cette idée d'un début complètement chaotique. Eh bien, Gamow dit, voilà, il fait cette prédiction. Et là, on attend jusqu'en 1965. Et en 1965, deux ingénieurs qui travaillaient à la NASA, 65, rappelez-vous, c'est le début des satellites. On commence à lancer des satellites. Les Russes en ont lancé, les Sputnik et tout ça, c'est la course pour la Lune. Et les Américains commencent à lancer des petits satellites, mais ils les perdent. Ça veut dire que quand les satellites sont hors de l'horizon, ils n'arrivent plus à les détecter. Alors, les gens de la NASA, les astrophysiciens, demandent aux ingénieurs, pouvez-vous nous faire un récepteur radio
qui soit en mesure de détecter nos satellites. Essayer de trouver quelle est la bonne gamme de longueur d'onde qui va être idéale. Ils trouvent que la meilleure gamme, c'est autour du micron, tout à fait par hasard, aucun rapport. Ils mettent en marche des télescopes. Et je vais vous montrer une image ici de ces télescopes, les tout premiers télescopes qu'ils ont bâtis. C'était tout à fait bricolé. Un radiotélescope avec lequel ces deux personnes, Penzias et Wilson, découvrent dans le ciel un rayonnement totalement inattendu et qui est ce rayonnement-ci. Alors, c'est quoi ça? Mais là, vous avez un document fondamental pour l'histoire de l'humanité. Cette image, ce sont des fausses couleurs. Cette image, c'est l'état de l'univers quand il avait 400 000 ans. C'est l'état du ciel. Si vous aviez regardé le ciel, vous auriez observé quelque chose comme ceci. L'univers, à cette période, est à 3000 degrés. Aujourd'hui, il est à 3 degrés, c'est absolu, c'est-à-dire moins 270 degrés Celsius. À cette période, il était à 3000 degrés. Et cette image que vous voyez, ce n'est pas une image de synthèse. L'image, les photons qui ont produit cette image ont circulé depuis 13,7 milliards d'années. Pendant toute l'histoire de l'univers, ils ont circulé, ils continuent à circuler, il y en a partout, il y en a ici qui traversent la place, nous en avons en quantité. Ces photons-là viennent d'une période qui n'est pas le Big Bang, puisque c'est seulement 400 000 ans après le Big Bang. 400 000 ans, c'est long, mais par rapport à 13,7 milliards d'années, c'est court. Ce document, donc, est le document qui est le plus étudié. Maintenant, on a des télescopes beaucoup plus puissants. On a envoyé dans l'espace le télescope Planck, parce qu'il y a ici des messages qui nous disent comment était l'univers au tout premier temps. Et cette image, donc 1965, a complètement changé la donne par rapport aux physiciens. Alors qu'avant 1965, on parlait du Big Bang comme quelque chose d'un peu encombrant et un peu auquel on préférait ne pas penser. Si une idée vous embête, le mieux, c'est de ne pas y penser. À cette période, tout d'un coup, quand cela a été observé, qui correspond exactement à ce que Gamow avait prévu. Gamow avait prévu les propriétés de cette image, quand elle est étudiée de diverses façons, avec une précision supérieure à 0,1%. Et là, les gens disent, il n'y a pas d'histoire. Une théorie qui est capable de prévoir avec une telle précision un phénomène qui n'a pas été observé avant, qu'on ne connaissait pas auparavant, une théorie comme celle-là doit être prise au sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. En science, on n'est pas dans un domaine de vérité. On ne dit pas ça c'est vrai, ça c'est faux, ce n'est pas une révélation. On dit, voilà, à partir de nos connaissances, la relativité d'Einstein sur ce plan est fondamentale, nos observations, les observations de Hubble que vous avez vues et les observations micro-ondes que vous voyez ici, sont en si excellent accord que cela veut dire quelque chose. Cela nous indique, donne une information sur l'univers, et cette information, vous l'avez compris, elle est tout à fait contraire à ce que disait Aristote. L'univers est en changement et il change d'une façon fondamentale. Il est passé d'un état où, à cette période, il était à 3000 degrés à un état beaucoup plus froid aujourd'hui. Il est beaucoup plus dense, il est beaucoup moins dense, pardon, beaucoup plus obscur. La nuit, il fait noir. Pourquoi il fait noir? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans le ciel. Il y a quelques étoiles, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Le jour, évidemment, il fait clair, mais ça, c'est particulier, c'est que nous sommes près d'une étoile qui est le Soleil, mais la nuit, quand vous regardez parmi les étoiles, il y a peu de lumière. À cette période, le ciel aurait été absolument éblouissant, vous n'auriez pas pu le regarder sans être aveuglé immédiatement. Donc, les idées fondamentales du modèle du Big Bang, encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas en faire dire trop aux observations, il faut s'en tenir à la plus grande prudence.
Elle ne nous dit pas que l'univers est né comme un point. Elle ne nous dit pas que l'univers est en expansion dans un espace vide. Elle ne nous dit pas que l'univers a un centre ou une frontière. Elle nous dit quoi? Elle nous dit 4 choses importantes. L'univers se refroidit, se dilue, c'est-à-dire devient de moins en moins dense, s'obscurcit, devient de plus en plus noir. Avec le temps, le ciel est de plus en plus noir. Je ne parle pas de nos villes avec nos éclairages, là, je parle d'une façon globale de l'univers. Et elle nous dit aussi une 4e chose qui va maintenant prendre la plus grande partie de cette causerie et que je vais vous décrire de la façon suivante. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers qui est très riche en organisation, en structure. Il y a des structures à toutes les échelles. Vous avez les très grandes échelles que vous avez vues tout à l'heure, les galaxies, ces systèmes gigantesques de centaines de milliards d'étoiles. Vous avez à une échelle plus petite, maintenant on va descendre dans l'échelle des dimensions, on arrive au niveau des étoiles, et puis ensuite les planètes, ensuite les satellites, et puis sur la Terre, l'admirable variété des êtres vivants de grande taille, les éléphants, les girafes, ou les virus, microbes, bactéries. Vous descendez encore dans l'échelle et vous trouvez des molécules géantes, de l'ADN, des protéines. Vous descendez encore et vous arrivez au niveau des molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac, et encore plus petit au niveau des atomes, les atomes de carbone, d'azote, d'oxygène. Puis encore plus petit, à l'intérieur de l'atome, il y a un noyau. Puis ce noyau, il est composé de protons et de neutrons. Et puis ces protons et ces neutrons, ils sont composés de ce qu'on appelle des quarks, Q-U-A-R-K. Donc, vous voyez, il y a de la structure des dimensions les plus gigantesques jusqu'aux dimensions les plus petites. Ça, c'est une autre propriété de notre univers, c'est qu'il est très richement organisé. La différence avec l'univers des premiers temps, celui qui nous est illustré par cette image, c'est qu'à cette période, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de satellites, il n'y a pas d'êtres vivants, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas d'azote, pas d'oxygène, il n'y a même pas de protons et de neutrons. Tout ce qu'il y a, c'est ce que nous appelons des particules élémentaires. Les particules élémentaires, c'est un peu l'analogue des lettres dans notre langage. Tout notre langage écrit est stocké sous forme de lettres. Et de la même façon, l'univers des premiers temps ne contient que des lettres. Souvent, on le compare. Quand j'étais enfant, je ne sais pas si vous avez vécu ça, nos parents nous servaient des potages aux lettres, des soupes aux lettres. Il y avait des petites lettres en pâte dans un bouillon, et puis les enfants sortaient les lettres, écrivaient leur nom. Les tout premiers temps de l'univers, on peut le comparer à un immense potage aux lettres. Et alors là, vous avez la 4e propriété fondamentale de l'univers, c'est que l'univers s'est refroidi, dilué, obscurci, mais la matière s'est progressivement organisée. C'est progressivement organisé. Tous les étages dont j'ai parlé, galaxies, étoiles, qui étaient vides au début, se sont peuplés avec le temps. Se sont peuplés, c'est-à-dire qu'ils sont apparus à des périodes que l'on peut souvent donner maintenant. Les premiers atomes, les premières molécules, les premières étoiles. C'est une histoire. L'univers a une histoire. L'histoire de l'univers, on peut la résumer en disant c'est la croissance de la complexité. On est parti d'un univers simple, au sens de désorganisé, au sens de chaotique, au sens de pas d'organisation. Et avec le refroidissement, au cours du refroidissement, on a vu apparaître ces structures un peu partout dans l'univers. Donc ça, c'est la 4e propriété. Et je vais maintenant aller un peu plus loin dans cette propriété, mais si vous permettez, je vais d'abord enlever mon chandail.
Donc là, je vais vous rappeler des choses que vous savez depuis toujours, mais c'était intéressant de faire cette petite synthèse ici. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la pyramide des alphabets. Comment est bâti notre langage? Eh bien, vous le savez, la nature est structurée comme un langage. Je crois que cette phrase résume bien l'ensemble des connaissances scientifiques depuis les Grecs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise exactement de la même façon. Comment est-ce qu'on... Un élément important, c'est que notre façon de procéder, c'est de prendre des lettres, de les mettre ensemble et de faire des mots. Et si je dis N-O-I-R, dès que j'ai dit la dernière lettre, une image est apparue dans votre cerveau, le noir. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Cette propriété a émergé de l'association de ces lettres. Quand j'ai dit N, vous n'avez pas pensé à noir. Il a fallu que je les place dans cet ordre-là pour qu'un sens émerge. On appelle le sens une propriété émergente, le mot noir. Ensuite, on va jouer le même jeu et on va dire, je vais prendre les mots et je vais les associer et je vais faire une phrase. Je vais dire, la nuit est noire. Voilà, propriété émergente. Et ainsi, toutes nos connaissances sont stockées dans ce mode d'association d'éléments semblables qui sont faits à partir des éléments à l'étage en dessous et qui vont faire les éléments à l'étage au-dessus, avec toujours cette idée de propriété émergente à chaque niveau. Ça, c'est la règle du langage écrit qui a été inventée quelque part où se trouve maintenant l'Irak, l'Iran, à Mari, Sumer, il y a environ 5-6 000 ans, et qui ensuite s'est propagée d'une part vers l'Égypte, vers la Grèce, vers Rome et l'Amérique, et d'autre part vers la Chine et le Japon. C'est le jeu, c'est la règle universellement acceptée par toute l'humanité pour stocker des connaissances et tous nos livres informatiques et tout, on joue toujours ce jeu de structuration de cette façon, comme une pyramide, comme ceci. Eh bien, ça a été inventé donc il y a à peu près 6 000 ans. Avec cela, on a pu commencer à faire de la science, et la science, à son tour, a découvert que ce jeu que nous jouons depuis 6 000 ans, la nature, quand je dis la nature, mettez des guillemets, au sens le plus vague, la nature le joue depuis 13,7 milliards d'années. C'est son mode d'organisation. Toute la matière est organisée d'une façon analogue, avec une pyramide qui est analogue, mais qui n'est pas la même, et avec toujours cette notion de propriété émergente, c'est-à-dire de quelque chose qui apparaît par l'assemblage d'éléments à un certain niveau, et qui va ensuite passer au-dessus. Alors, j'ai un ami qui m'a fait un potage aux lettres, dont je vous ai parlé, c'est le premier temps de l'univers. Voilà, il y a toutes ces... Ce ne sont pas des lettres, évidemment, ce sont des particules élémentaires, ce sont les électrons et les quarks. Pour l'instant, c'est ce que nous pensons être les propriétés fondamentales. Évidemment, on sait dans le langage que les lettres ne sont pas composés d'autre chose, en tout cas pas dans notre alphabet. Chez les Chinois, oui. Chez les Chinois, les idéogrammes sont composés d'éléments plus simples. Pour nous, la lettre, c'est le zéro du bas, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas composé de choses encore plus simples. Pour ce qui est de la science, on ne peut pas en dire autant. Et maintenant, je vais vous présenter cette pyramide. Alors, je vais revenir à ceci. Je vais présenter cette pyramide de la nature. Alors, au lieu d'avoir lettres, mots, phrases, vous avez à un certain étage des quarks et des électrons. Ça, en autant qu'on sache, c'est les tout premiers temps de l'univers. C'est ce potage aux quarks et électrons. Ensuite, quand l'univers a environ un millième de seconde,
les neutrons et les protons se forment par la combinaison des quarks et des électrons. Les premiers atomes apparaissent autour des premières minutes, les premières molécules plus tard. Et sur la Terre, nous avons toute l'évolution de la vie, l'apparition de la cellule, l'apparition des organismes, vous et moi, nous sommes des organismes vivants, et des écosystèmes. Et là, vous avez un bon résumé de l'ensemble des sciences. Ceci, c'est le domaine de la physique, ça, c'est le domaine de la chimie, ça, c'est le domaine de la biologie, de la sociologie. Et ça raconte quoi? Bien, ça raconte notre histoire. Finalement, tous ces éléments deviennent des chapitres de comment nous en sommes venus à être ici ce soir. Comment nous en sommes venus à être ici? Eh bien, il fallait d'abord qu'il y ait des particules élémentaires, qu'elles se combinent, que les planètes apparaissent, que la vie apparaisse. Tout cela, c'est une ascension dans cet étage. Et c'est là qu'arrive la deuxième phrase que je vais décrire de la façon suivante. Cette pyramide de la nature que vous voyez ici, aujourd'hui, elle est peuplée partout. Il y a des organismes vivants, il y a des cellules vivantes, il y a des molécules, il y a des atomes. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre univers est très richement organisé. Chaque étage est peuplé. Ça n'était pas le cas au tout premier temps de l'univers. Au tout premier temps de l'univers, tous ces étages-là étaient vides. Et il n'y avait que cet étage-ci. Cette pyramide de la complexité est un phénomène historique. C'est une autre façon de dire la complexité s'est accrue tout au long de l'histoire de l'univers à mesure que l'univers se refroidissait et que se sont formés ces systèmes les uns après les autres. Donc voilà, un résumé de ce que les sciences nous apprennent. La nature est structurée comme un langage, propriété émergente, fondamentale. Et l'astronomie ajoute ceci. Ceci est un phénomène historique. Ceci n'a pas toujours existé. Cette pyramide s'est peuplée à mesure que l'univers s'est développé. Et par exemple, un premier élément, c'est les quarks. Quand l'univers a à peu près 1 millième de seconde, les quarks s'associent pour former les protons et les neutrons, comme les lettres s'associent pour former les mots. Et je vous présente un instrument qui, d'ici peu, devrait nous donner beaucoup de renseignements sur cette question. C'est le grand accélérateur de Genève, c'est le LHC, qui jusqu'ici a eu plusieurs pannes, mais qui devrait entrer en opération assez bientôt et qui pourrait nous renseigner sur un aspect fondamental qui est le suivant. Vous avez remarqué que j'ai mis ici des points d'interrogation. Je n'ai pas mis de points d'interrogation en dessous de lettres, parce que je sais bien que les lettres sont les éléments fondamentaux. Mais est-ce que les quarks et les électrons ne sont pas aussi des systèmes composés? Est-ce que ces appareils qui ont des puissances suffisantes pour casser les quarks et les électrons, s'ils sont cassables? La question, c'est est-ce qu'ils sont cassables? Atomes. Les atomes, pendant longtemps, on pensait que c'était les éléments fondamentaux, depuis les Grecs, depuis Leucippe, depuis Lucrèce. Et atome, ça veut dire quoi? Ça vient de atomos. Tomos, en grec, ça veut dire casser. Atome, ça veut dire incassable. Ça veut dire que pendant longtemps, jusqu'au début du siècle, on pensait que l'échelle, elle se terminait là. Et vers les années 1950, on a commencé à avoir des accélérateurs plus puissants et on les a cassés. Et on a montré que ce n'étaient pas des particules fondamentales, élémentaires, indissociables. Elles étaient également composées de particules qui étaient les protons et les neutrons. Et quand j'étais étudiant à Cornell, justement, Georges Gamow, que vous avez vu, les étudiants lui disaient « Ben oui, mais vous nous dites que ça, c'est les vrais élémentaires, mais vous ne savez pas, peut-être on découvrira un peu plus tard qu'on peut casser les protons. » Et Gamow avait dit « Je suis prêt à vous parier la moitié de ma fortune qu'on ne cassera jamais les protons. » Évidemment, nous, les étudiants un peu timides, on n'a pas osé relever le défi. Ben, on a eu tort, parce que c'était un homme très riche. Et quelques années plus tard, on a découvert que les neutrons et les protons étaient composés de quarks. Et aujourd'hui, on en est là. Et la science contemporaine, l'acquisition d'énergie de plus en plus élevée, c'est précisément creuser
vers le bas, essayer de trouver est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre et est-ce que ça s'arrête. Ça fait encore partie des connaissances ou des ignorances de la science contemporaine. Est-ce que les électrons sont vraiment des particules élémentaires au sens où les lettres en sont, ou bien si ce sont également des systèmes qu'on n'a pas encore réussi à casser, et peut-être on apprendra de la physique nouvelle si on arrive à les casser. Donc c'est une question qui se pose. Alors, donc je vous ai dit, ceci c'est la physique qui s'est produite au tout début. Les atomes et les molécules se forment dans les étoiles et les organismes se forment dans les planètes, les écosystèmes, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus, on ne sait pas. Ça fait encore aussi partie des interrogations. En science, on a toujours des interrogations, et là, vous en avez. Et on va continuer avec cette exploration. Alors, un phénomène très important, c'est un astrophysicien anglais qui s'appelle Fred Hoyle, qui est mort il y a quelques années, et qui a été le premier à énoncer l'idée que les atomes dont nous sommes formés, quand vous touchez vos mains, vous touchez des tissus, c'est des cellules, c'est en définitive du carbone, de l'azote et de l'oxygène, que ces atomes n'existaient pas au tout premier temps de l'univers, ça fait partie d'une des étapes dans cette progression, et que c'est dans les étoiles que les atomes se sont formés. Voilà encore une des grandes découvertes de la science contemporaine. Ce passage-ci, de là à là, il se fait dans les étoiles. Dans les étoiles, il fait très chaud. Au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Une étoile comme Antares, dans le Scorpion, qu'on voit bien l'été, dans le sud, il fait 200 millions de degrés. Et à 200 millions de degrés, il y a des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires combinent des particules et progressivement associent protons et neutrons pour faire tous les atomes jusqu'au plus lourd, jusqu'à l'uranium, jusqu'au thorium. C'est la nucléosynthèse dont a parlé tout à l'heure Hugo. C'est cette science qui montrait qu'il y a eu comme cette évolution progressive vers des atomes de plus en plus lourds et que ce sont les étoiles qui sont en grande partie, presque entièrement, celles qui sont responsables. C'est en ce sens qu'on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Vous avez existé. Souvent, on regarde le ciel et on dit « j'aimerais bien aller me promener dans le ciel ». On y est allé. On y était. Il y a 10 milliards d'années, on était dans le ciel, mais sous forme d'atomes, évidemment, incapables de se rendre compte de ce qui se passait. Mais c'est un élément fondamental de la constitution de l'univers que cette fabrication progressive continue d'éléments, d'atomes de plus en plus lourds à l'intérieur des étoiles. Les étoiles sont dans notre généalogie. On peut dire que les étoiles sont nos grands-mères. Si vous remontez assez loin, les particules dont vous êtes formés étaient dispersées à la mort d'une étoile qui les avait fabriquées. Alors, donc, tout ça se passe à l'intérieur des galaxies. Voilà encore une galaxie. Et j'ai pensé vous montrer quelques images, justement, puisque les étoiles nous deviennent particulièrement importantes, puisque c'est là que nos atomes se sont formés. Quelques images de là où naissent les étoiles. Voilà des pouponnières d'étoiles. Ça, c'est un groupe d'étoiles nouvelles qui ont été formées dans cette région du ciel par l'effondrement de ces masses sombres ici. Et ces étoiles, ensuite, voilà encore une autre région de formation d'étoiles. On les voit beaucoup plus clairement ici. C'est une grande nébuleuse opaque, faite de gaz et de poussière, qui est en train de se condenser. Voilà des étoiles qui ont été formées par ce phénomène. Et voilà des étoiles un petit peu plus vieilles. Ce sont les Pléiades, qu'on voit très bien à l'œil nu. Avec des jumelles, c'est magnifique. Si vous avez des jumelles chez vous, ne manquez pas de demander à votre petit-fils ou vos enfants, s'ils connaissent bien le ciel, de vous demandez-leur de vous montrer où sont les Pléiades. C'est l'hiver qu'on les voit le mieux, près de la Voie lactée. Et avec des jumelles, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un spectacle qu'on peut se payer et qui vaut le coup. Alors, les Pléiades, ce sont ces étoiles-là. Ne regardez pas celles qui sont devant ou derrière, ce sont celles-là. C'est des étoiles qui ne sont pas tout à fait achevées. C'est de jeunes étoiles et elles sont encore entourées de cette matière nébulaire, placentaire, qui pourrait donner naissance à des planètes et qui pourrait donner naissance à des planètes habitées, on ne sait pas. Encore un autre mystère. Voilà maintenant un autre amas d'étoiles, magnifique amas, qui date des tout premiers temps de l'univers. Et puis,
comment meurt une étoile. Voilà le reste d'une explosion d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet de l'an 1054. Elle a été observée par des astronomes chinois. Et dans cette étoile, il y a, pour les astronomes, les couleurs sont les signatures. Les signatures, c'est-à-dire à chaque couleur correspond l'atome qui l'a émis. Par exemple, ceci, nous savons que c'est de l'oxygène. Nous savons que c'est de l'oxygène qui était à telle température, à telle densité, dans tel champ magnétique. C'est une science très développée et qui nous montre des atomes en train d'être éjectés d'une étoile qui les a formés tout au long de sa vie. C'est comme le retour, c'est comme quand vous sortez la cuisson du four, la cuisson est terminée, vous allez la chercher. L'étoile est en train de le rejeter dans l'espace et ces atomes vont se diluer dans l'espace. Vous avez ici un bel exemple de ce qui reste d'une étoile qui est morte il y a 30 000 ans. Il ne reste plus que des lambeaux, des débris d'étoiles, mais dans ces étoiles, par exemple, le bleu ici, c'est du soufre. On peut identifier les atomes qui ont émis telle ou telle lumière. Et puis ensuite, des molécules se forment à partir des atomes et ces molécules vont donner naissance un jour à un système solaire. C'est l'élément qui nous intéresse particulièrement. Il y a 4 556 millions d'années est né le système solaire avec le Soleil ici, les planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton. Et sur ces planètes, ce qui va se passer, c'est que la vie va apparaître. Ça, c'est aussi quelque chose de totalement mystérieux, puisqu'il faut parler de choses mystérieuses. Notre Terre, quand elle est née, c'était une boule de lave incandescente à 2000 degrés. Elle était évidemment stérile. Quelques centaines de millions d'années plus tard, l'eau, la planète s'est refroidie, l'eau s'est déposée, il y a des nappes aquatiques un peu partout et elle fourmille de petits organismes vivants. Comment ça s'est passé? C'est encore un des grands mystères de la science aujourd'hui. Ça s'est passé, mais comment est-ce que exactement des molécules se sont disposées pour former des cellules vivantes capables de se reproduire, capables de se stabiliser dans des conditions différentes, capables de se mouvoir? Ça reste malgré tout un des grands mystères de la science contemporaine. Alors maintenant, nous sommes rendus ici. On est au niveau des planètes. Les molécules se sont associées dans l'océan pour former les cellules il y a environ 4 milliards d'années. Et ces cellules, il y a moins d'1 milliard d'années, 500 millions d'années environ, vont s'associer à leur tour, vont se fédérer pour donner des cellules vivantes. Et nous avons les premiers vivants qui apparaissent sur la Terre. Ce sont ces petits organismes cellulaires qui existent dans l'océan et qui sont les tout premiers éléments de la vie. Pendant 3 milliards d'années, il n'y aura de vie sur la Terre que dans l'eau. Il n'y aura pas de vie sur les continents. Et puis, vers 500 millions d'années, on va voir les cellules sortir de l'eau et on aura toute la séquence des poissons, des amphibiens, des reptiles, des mammifères et des hominiens. Et maintenant, je vais passer à un autre phénomène important qui est également important dans l'histoire de l'univers. C'est un phénomène tout à fait imprévu qui est bien résumé par une phrase. Alors voilà la phrase en question. Démocrite. Vous voyez, les penseurs grecs, ils en avaient. Démocrite, 230 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est une image bien représentative de lui. Apparemment, c'était un homme qui aimait dire des choses mystérieuses et les gens disaient « on ne comprend rien à ce qu'il dit, il est complètement incompréhensible ». Et il écrit quelque part « tout arrive par hasard et par nécessité ». Et les gens lui disaient « mais ça n'a pas de bon sens. Si c'est par hasard, ce n'est pas par nécessité. Et si c'est par nécessité, ce n'est pas par hasard. » Qu'est-ce que ça veut dire de dire « tout arrive par hasard et par nécessité » ? Eh bien, ça a pris 2000 ans à comprendre. Et maintenant, on le comprend grâce, d'une part, à la physique quantique, à l'étude des atomes et de la physique, des lois qui régissent les atomes, ce qu'on appelle la physique quantique,
Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je vais vous l'illustrer de la façon suivante et vous allez comprendre pourquoi Démocrite avait eu une pensée très profonde. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est des cristaux de neige. Qu'est-ce que vous remarquez? Les cristaux de neige ont une spécialité, c'est qu'ils ont tous 6 pointes, ce qu'on appelle une symétrie hexagonale. Vous regardez, vous avez toujours la même symétrie hexagonale. Cette symétrie hexagonale, mais à partir de là, chaque cristal est différent. Et je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Oui, je crois que j'en ai d'autres. Vous pouvez faire des milliards de cristaux de neige et c'est l'exemple, justement. Il y a d'abord une loi de la physico-chimie qui dit les cristaux de neige auront 6 pointes. Ça, c'est ce que Démocrite appelait, disons, la nécessité. C'est ce qui est imposé. Mais la caractéristique de cette loi, comme de toutes les lois de la nature, c'est qu'elle n'est pas totalement déterminante. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'imposer certaines caractéristiques, mais à partir de là, elle est contente. Elle est satisfaite, elle dit maintenant « free for all » ou « ad libitum », vous faites ce que vous voulez. Donc, la nature dit aux cristaux de neige, vous aurez 6 pointes, mais quand vous aurez vos 6 pointes, après ça, vous vous développez comme vous voulez, ça ne m'intéresse plus, ça ne me regarde plus, c'est au hasard. Dans le sens des cristaux de neige, c'est simplement la raison pour laquelle ils sont différents, c'est qu'ils se baladent beaucoup dans les nuages et ils rencontrent des régions qui sont plus humides ou plus froides ou plus chaudes. Vous avez cette image de cette variation. Alors, ce qui se passe quand on dit « tout arrive par nécessité », c'est une autre façon de dire qu'il y a de l'organisation dans la nature. S'il n'y avait que du hasard, le hasard seul ne fait que du fouillis. La nécessité seule ne fait que de la monotonie. S'il n'y avait qu'une seule façon de faire des cristaux de neige, vous auriez une seule forme de cristal de neige, vous le retrouveriez partout. Ce qui fait la richesse de la nature, c'est sa possibilité de créer du nouveau autour d'un thème qui est un thème organisé. Il y a de la nécessité, il y a des lois, mais au-delà de cela, vous avez des variations possibles à l'infini. Un autre exemple au niveau de la vie, c'est les papillons. Les papillons, quel est le rôle des papillons? C'est de polliniser les fleurs. On pourrait imaginer qu'il y a une façon de faire des papillons pour polliniser les fleurs. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez, vous en verrez des quantités. Il y en a 125 000 sortes de variétés de papillons. Vous voyez, c'est le mode de fonctionnement de la nature. Le fonctionnement de la nature, ce n'est pas de dire « je fais tout de la même façon toujours », c'est de dire « j'organise », donc il y a de la nécessité, mais au-delà de ça, je laisse les choses indéterminées. Toutes les lois de la physique ne déterminent pas complètement ce qui doit arriver, mais laissent une partie variable. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en musique, par exemple. Tout au long de l'évolution de la musique, il y a des règles musicales. Les règles musicales au temps de Bach ne sont pas les mêmes que celles au temps de la musique pop ou du rock. Mais il y a des règles, et ces règles ont cette propriété de permettre de faire beaucoup de choses tout en respectant ces règles. Bach a écrit 230 cantates pour l'église où il était le pasteur. Ces cantates sont toutes différentes et sont toutes belles. Si les règles musicales avaient été bien déterminées, il y aurait eu une seule cantate et on ne l'écouterait plus depuis longtemps. C'est justement ce qui nous intéresse dans les cristaux ou dans les papillons, c'est précisément le fait qu'il y a de l'organisation, il y a de l'ordre, l'œil aime voir cela, mais il n'y a pas de monotonie, il y a de l'inventivité, il y a de la diversité, de la variété. Eh bien, cette règle, ce jeu énoncé par Démocrite, tout arrive par hasard et par nécessité, c'est un des éléments fondamentaux
de l'évolution de l'univers, de l'histoire de l'univers. C'est pour ça que dans l'univers, il y a énormément de variété, d'inventivité. Nous sommes, je crois que maintenant, nous avons atteint 6,8 milliards de personnes sur la Terre. Je crois qu'il y a quelques jours, on a atteint 6,8. Nous sommes tous, nous obéissons tous aux lois de la nature, pas toujours aux lois civiles, mais aux lois de la nature, nous obéissons toujours. Et pourtant, nous sommes tous différents. C'est justement la preuve de la possibilité qu'il y ait, dans un cadre où il y a de l'organisation, une partie qui est imprévisible, imprévue, et qui laisse la possibilité à l'invention, à l'innovation. Ça, c'est un autre élément fondamental de notre histoire, de l'histoire de l'univers. C'est la découverte, alors en résumé, de ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est que nous avons découvert que l'univers a une histoire. Ça, c'est depuis 1930 à peu près. C'est une de ces découvertes qui influence la pensée, bien au-delà de la pensée scientifique, puisque ça intéresse tout le monde de savoir qu'il est inclus dans une histoire. Nous sommes tous inclus dans une histoire, nous sommes tous nés à un moment donné, mais notre naissance est précédée par une infrastructure gigantesque dans laquelle ont joué des rôles, des explosions d'étoiles, des formations de planètes, des explosions de collisions de particules. Nous nous inscrivons dans une histoire, dans cette histoire de l'univers, et cette histoire implique ce phénomène fondamental qui est, on peut parler du profil psychologique de la nature. On peut dire, la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle aime jouer. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Elle joue à quoi? Bien, elle joue à créer toujours du nouveau. Elle joue à créer, comme nous, quand on fait de la musique ou quand on fait de la peinture. Elle fait du nouveau. Elle a commencé avec des petits atomes, des petites particules, et puis ensuite sur la Terre, des petites cellules vivantes, et puis ensuite une évolution vers des structures plus évoluées. C'est sa façon son mode de jeu, et nous sommes un des résultats, un des aspects, un des phénomènes de cette longue histoire qui implique à la fois donc être structuré à la façon du langage, propriété émergente. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez une symphonie de Beethoven. C'est quoi une symphonie de Beethoven? C'est des sons. Au départ, ce sont des sons, ce sont des vibrations sonores. C'est un peu l'analogue des lettres. Et qu'est-ce qu'a fait Beethoven? Il a pris des sons, il les a mis ensemble et il en a fait quelque chose qui a une propriété émergente qui est la beauté de la symphonie pastorale, par exemple. La beauté de la symphonie pastorale, c'est un ensemble de sons qui ont été mis par quelqu'un qui s'appelait Ludwig van Beethoven, qui était quand même doué, et qui a été en mesure de faire quelque chose qui a une propriété émergente, qui est justement cette œuvre et le plaisir que vous avez à l'entendre. Vous voyez les analogies entre ces modes de structuration et ce mode de structuration qui fait intervenir le hasard et la nécessité, qui est la clé de l'inventivité de la nature. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Hubert. Alors, on a le temps pour quelques questions. Il est là. Il est là, votre micro. Oui, très bien. Oui, bonjour, M. Reeves. Vous avez parlé au début de votre présentation de l'hypothèse d'un univers qui compte un nombre infini de galaxies, ce qui voudrait dire justement un nombre infini de structures organisées ayant une masse, une énergie. Donc, l'énergie et la masse de l'univers, qui sont la même chose, seraient aussi infinies. De l'autre côté, on parle d'un univers qui aurait un Big Bang, dont un début, qui est quand même corroboré avec des observations rigoureuses. Donc, comment est-ce que les deux visions seraient compatibles ensemble? Je ne vois pas pourquoi, où c'est incompatible. Je ne vois pas pourquoi c'est incompatible.
disons, une autre façon de dire, il y a une façon, je pense, de parler de, par exemple, la question qui se pose souvent, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est une question qui ne se pose pas de la même façon si on envisage l'histoire de l'univers, de notre connaissance de l'univers à partir d'aujourd'hui. Alors, on va dire, au lieu de partir d'un temps zéro, qui serait le Big Bang, et puis avant lequel il y aurait eu on ne sait pas quoi, on va partir d'aujourd'hui. Et on va dire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit notre univers, les galaxies, les étoiles, et puis on observe, et grâce à ces observations, on peut remonter dans le temps. On fait un travail d'historien. C'est exactement comme les préhistoriens qui vont dans les fouilles pour trouver où habitaient, comment vivaient nos ancêtres d'il y a 100 000 ans ou 200 000 ans. Il leur faut des preuves, il leur faut des éléments, il faut qu'ils aient des pointes de flèches, quelque chose qui leur dise un peu comment les humains vivaient il y a telle période. Et de la même façon, nous, on essaie de reculer dans le temps et grâce à des fossiles, et je vous en ai présenté un des plus importants, c'est le rayonnement fossile, l'image du passé de l'univers, on en a plusieurs autres. On a plusieurs documents qui nous permettent de dire, voici comment était l'univers il y a tant d'années. Vous voyez, je parle d'aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui, il y a tant d'années, il était comme ça. Il y a tant d'années, il était comme ça. Et plus on recule dans le temps, moins on a de fossiles, moins on a d'éléments. Et grâce aux télescopes qui sont lancés dans l'espace, on en a de plus en plus. Le télescope Herschel qui vient d'être envoyé va encore nous donner plein d'éléments. Mais il y a un moment au-delà duquel nous n'avons aucun fossile. Nous n'avons rien qui nous permette de dire ce qu'il y avait au-delà d'une certaine durée temporelle. Et cette durée, les meilleures mesures aujourd'hui donnent 13,7 milliards d'années. Alors, le Big Bang, au lieu de dire c'est le début de l'univers, je veux dire c'est l'élément le plus lointain sur lequel on peut porter des regards et dire quelque chose qu'on peut appuyer avec des informations. Au-delà de ça, pour l'instant, on n'a rien. Ça peut changer, l'astronomie évolue, peut-être on aura des choses. Et voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'univers est, comme je vous l'avais dit, vraisemblablement infini, mais ce n'est pas certain, mais en tout cas, il est très, très grand, qu'il était très chaud, très dense, très lumineux. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, votre question suppose qu'il y aurait quelque chose comme une contradiction ou une incohérence, peut-être, mais ce qu'on peut dire, c'est ça. C'est que l'univers était infini, non, peut-être infini, et qu'il était très chaud, très dense, très lumineux et instructuré. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci. En astronomie, c'est toujours important, et en science, de se tenir au plus près des observations et de ne pas faire dire aux observations plus qu'elles ne peuvent en dire vraiment. Parce qu'autrement, on se perd. Il y a beaucoup de gens qui parlent de théories d'autres univers ou de théories d'avant le Big Bang. Bon, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est spéculatif. Ça reste la science-fiction. Tant qu'il n'y a pas une observation, directe ou indirecte, ça reste la science-fiction. C'est le jeu de la science de ne rien dire qui ne puisse être appuyé par une confirmation quelconque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Où est-ce que vous... Ah, vous êtes là, oui. Oui, je suis en haut. D'accord. J'ai une question à vous poser. J'ai peur qu'il y ait plus ou moins de réponses, mais je suis vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Vous disiez, après les découvertes de Galilée, entre autres, on prend conscience du fait qu'effectivement, même dans l'univers, dans cet au-delà, tout change aussi, sauf les lois de la physique elles-mêmes, qui sont en fait, j'imagine, des lois mathématiques. Je me rive à cette question-ci. J'enseigne la philo au cégep et on voit les présocratiques. Tout ça, on comprend aussi qu'avec l'arrivée de Socrate, la description de l'âme avec le logos, la rationalité, le logos qui permet de comprendre le cosmos qui est lui-même le grand logos, on comprend que l'humanité occidentale a choisi la rationalité comme voie d'accès au réel, comme voie de connaissance du réel. Et une de mes étudiantes s'exclame:
Ouais, mais c'est fou. On formule des lois mathématiques pour comprendre le monde et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne toujours? Pourquoi fallait-il que ce soit le langage mathématique qui soit le langage de tous les langages pour comprendre le monde dans lequel on vit, le cosmos lui-même? Oui, donc, disons que le langage mathématique est très important pour comprendre le monde. Disons que ses pouvoirs sont quand même très limités. Ce serait exagéré de dire que les mathématiques épuisent la réalité, qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas réductibles aux mathématiques. Par exemple, la musique ou les émotions ou tous les sentiments ne sont pas réductibles, même s'ils s'accompagnent de phénomènes chimiques. Ce qui est réductible aux mathématiques, jusqu'ici, ce sont les mouvements, les atomes. Ce qui dépasse ce niveau et qui s'intéresse à la psyché humaine, on ne peut certainement pas le formuler en mathématiques, et même l'économie. Est-ce qu'un seul économiste a prévu la crise que nous avons eue l'an dernier? Hein? Voilà une question qui montre que les mathématiques n'ont de prise qu'une seule partie, d'excellentes prises sur une partie de la réalité, mais il faut bien voir ce que couvre la science de type mathématique, comme vous l'avez décrit, de modélisation, ce qu'elle recouvre et ce qu'elle ne recouvre pas. Et on peut le voir comme une démarche. C'est une démarche qui a réussi. On dit souvent que c'est près de Millet, en Turquie, qu'un des plus grands penseurs, dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Anaximandre, qui vivait à Millet, a été un des premiers à énoncer l'idée fondamentale de la science, qui était de dire on joue un jeu qui est de ne pas accepter comme explication de phénomènes visibles autre chose que des causes naturelles. C'est-à-dire, on n'admet pas de causes surnaturelles. Non pas qu'on dise qu'il n'y en a pas. On dit on ne les accepte pas dans notre compréhension. Par exemple, s'il y a une éclipse de soleil, on ne dit pas que c'est un dragon qui a bouffé le soleil. Mais on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est simplement que la Lune est passée devant la Terre. Cette démarche, c'est une démarche qui est valable à cause de son succès. Elle a un succès fantastique. Elle nous permet de prévoir des résultats d'expérience avec une précision d'une partie dans 1 milliard. C'est extraordinaire. La précision avec laquelle travaille la physique quantique ou la relativité, c'est fantastique. Sur ce plan, la science, ça marche très bien. Il y a des plans où ça marche, je parle de la science modélisable. Il y a d'autres aspects. Pendant longtemps, on a pensé faire de la sociologie avec des modèles mathématiques. La plupart des gens ont laissé tomber cela. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait se modéliser avec des concepts simples, des lois simples, etc. Un exemple, c'est que si vous prédisez qu'il va y avoir une éclipse, si vous dites qu'il y aura une éclipse demain, vous l'avez lu dans vos livres, il va y avoir cette éclipse, indépendamment du fait que vous en aviez parlé ou non. Mais si quelqu'un pouvait dire qu'il va y avoir un crash économique la semaine prochaine, ça pourrait faire une telle réaction chez les gens que la réponse la réalité serait complètement différente. C'est quand il y a un feedback. Il y a toujours un feedback dans les sciences humaines. Ce que vous dites influence le futur. Ce que vous dites sur l'astronomie n'influence pas le futur. Ça, c'est une des difficultés de la modélisation, c'est qu'elle ne peut pas prévoir l'avenir dès qu'il y a un feedback. De quoi aura l'air l'univers dans 14 milliards d'années? Ah, ça, c'est une question intéressante, effectivement, dans laquelle il y a eu beaucoup d'éléments qui interviennent. Mais il faut dire d'abord une chose, quand les scientifiques font des prédictions, ils les font à partir de la science telle qu'elle est connue aujourd'hui. Or, les connaissances évoluent et les prédictions ne valent qu'à partir de la science faite à un moment donné. Par exemple, si vous aviez demandé à un astronome au 19e siècle dans combien de temps le Soleil va mourir, eh bien, il vous aurait dit dans 1 million d'années. Pourquoi? Parce qu'on calculait que le temps que le Soleil ait brûlé toute son énergie et n'ait plus de réserve d'énergie, ça prenait 1 million d'années. Sauf qu'à cette période, on ne connaissait pas la physique nucléaire, on ne connaissait pas l'énergie nucléaire. Et quand on a découvert l'énergie nucléaire, on a dit « Ah non, il y a d'autres formes d'énergie. Il y a l'énergie nucléaire. Et le Soleil pourrait durer 10 milliards d'années. »
voyez comment toute prévision dépend de la science telle qu'elle est faite aujourd'hui. Ça, c'est un avertissement au départ. Alors aujourd'hui, nous avons deux possibilités pour l'univers. Ou bien il continue à se refroidir indéfiniment, les galaxies s'éloignent de plus en plus, ce que les Américains appellent « big chill », il fait de plus en plus froid, on tend vers le zéro absolu. Ou bien les galaxies, après un certain temps, sous l'effet de leur propre attraction, reviennent vers elles-mêmes, un peu comme un caillou que vous lancez, que vous voyez monter, descendre, reviennent vers elles-mêmes et qu'on ait une période de réchauffement et qu'on retrouve les hautes températures du Big Bang, ce qu'ils appellent the Big Crunch. Big chill, Big Crunch. Est-ce qu'on va mourir de froid ou de chaud? Mais pas de panique, ce n'est pas avant plusieurs milliards d'années. On n'y sera plus depuis un moment. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on avait plutôt l'impression qu'on allait vers le Big Chill. Et là, dans les années 95, s'est produit une découverte à laquelle notre ami Martel sur laquelle il a beaucoup travaillé, ce qu'on appelle l'énergie sombre, la constante cosmologique d'Einstein, qui fait que non seulement l'univers est en expansion, mais il est en expansion accélérée. C'est-à-dire qu'on pensait que les galaxies s'éloignaient, mais qu'elles ralentissaient parce qu'elles s'attirent forcément. Et en fait, ce n'est pas ça. Non seulement elles s'éloignent, mais de plus en plus vite, à cause de ce qu'on appelle l'énergie sombre ou la constante, c'est quelque chose de tout à fait inconnu. Encore un des grands problèmes de la science contemporaine. Et cela favoriserait plutôt le Big Chill. Mais, pour compliquer la vie, la cause de cet éloignement des galaxies, on ne sait pas si elle change avec le temps. Et il est tout à fait possible qu'elle puisse varier d'une façon qu'on ne connaît pas. Et donc, on peut avoir n'importe quoi. Donc, le résultat, c'est qu'on peut avoir n'importe quoi. Oui, bonjour. Dans la pyramide de la complexité que vous avez présentée tout à l'heure, les quarks et les électrons étaient au même niveau, soit au niveau inférieur aux protons et aux neutrons. Et je me demandais pourquoi. Parce que ce sont des particules qui, à notre connaissance, sont les éléments constitutifs de tous les autres éléments. C'est-à-dire que si vous commencez avec... j'aurais pu mettre des neutrinos, j'aurais pu mettre 3 ou 4 autres particules que l'on croit être des particules élémentaires. Mais par exemple, si vous prenez un être humain, comme vous et moi, nous sommes composés en dernière analyse de quarks et d'électrons. Et le nombre de quarks et d'électrons qui intervient dans le corps humain, tenez-vous bien, c'est 100 milliards de milliards de milliards. 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 pour les initiés. Et ces quarks et ces électrons sont, de façon basique, ce que vous êtes. Ces quarks et ces électrons existaient, selon la théorie, au tout premier temps de l'univers. Donc, vous étiez là, vous étiez dispersés, vos quarks, vos électrons étaient là, nageaient dans cette soupe primordiale. Et l'histoire de l'univers, on peut le dire maintenant en grand résumé, c'est comment ces quarks et ces électrons sont devenus vous-même, grâce aux étoiles, grâce aux planètes, grâce à l'évolution darwinienne, grâce à tout ça. Et comment... Alors, j'avais parlé de propriétés émergentes. Une propriété émergente, et peut-être la plus importante qui existe, c'est quand vous fermez les yeux et vous dites « j'existe ». Quand vous prenez conscience de votre existence, vous faites l'acte le plus complexe, le plus extraordinairement complexe qui a jamais été fait dans l'univers, et cela exige que 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons soient associés dans une gigantesque machinerie, une gigantesque horloge, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans laquelle chaque particule joue un rôle précis, un peu comme les rouages d'une grande horloge. Chaque particule joue un rôle précis. Vous respirez, vous recevez de l'oxygène qui est distribué aux 100 milliards de neurones que vous avez dans la tête. Ça se fait automatiquement. Il y a une quantité de phénomènes, de phénomènes physiques qui se passent simplement pour que vous puissiez tranquillement fermer les yeux et dire « j'existe ». Voilà la propriété émergente la plus sophistiquée que l'on connaisse, c'est simplement ça. J'existe et je suis à une conférence d'astronomie, je suis vivant. Voilà, je pense, un bel exemple de cette histoire de la propriété émergente
la propriété émergente, qui est la conscience, exige la présence de 100 milliards de particules agencées de façon précise. Quand ça ne marche pas bien, vous le savez, vous allez chez le docteur, vous allez à l'hôpital. Il faut que ça marche bien pour que vous soyez en mesure de penser, tout simplement.